Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. L'histoire de Peter Pan. Chapitre 6. La petite hutte. Quand ses camarades réapparurent avec leurs armes, ce nigaud de la Guigne posait triomphalement près du corps de Wendy. Trop tard, leur lança-t-il fièrement. J'ai tué le Wendy, comme Peter va être content de moi. Espèce d'imbécile, cria la fée Clo au-dessus de leur tête avant de disparaître. Mais nul ne l'entendit. Les garçons entouraient Wendy, et tandis qu'ils la contemplaient, un silence terrible tomba sur la forêt. Si le cœur de Wendy avait battu, ils auraient pu l'entendre. La plume fut la première à prendre la parole. « Ce n'est pas un oiseau, dit-il tout effaré. Je crois que c'est une dame. Et nous l'avons tuée. Une dame ? Répéta la Guigne, qui s'effondra en claquant des dents. Et nous l'avons tuée, renchérit Bonzig, d'une voix enrouée. Tous ôtèrent leurs bonnets. Maintenant je comprends, dit le frisé. Peter nous l'amenait. Et de désespoir, il se laissa tomber par terre. Une dame qui se serait enfin occupée de nous, dit l'un des jumeaux, et nous l'avons tuée. Tous étaient désolés pour la Guigne, mais plus encore pour eux-mêmes. Et quand il fit un pas vers eux, ils s'écartèrent de lui. Son visage était tout pâle, mais une dignité nouvelle émanait de sa personne. « Oui, fit-il gravement, c'est moi qui l'ai tué. Quand des dames viennent me visiter dans mes rêves, je leur dis « Petite maman, jolie maman », et quand enfin l'une d'elles tombe pour de bon, je la tue. » Il s'éloigna lentement. « Ne t'en vas pas, dirent-ils compatissants. « Je le dois, répondit-il tremblant. J'ai trop peur de Peter. » À ce moment crucial, ils entendirent un son qui fit bondir leur cœur dans leur poitrine. Le cocorico de Peter. C'était sa façon habituelle d'annoncer son retour. « Cachons-la », chuchotèrent-ils en entourant promptement Wendy. Mais la Guigne restait à l'écart. Le chant victorieux retentit à nouveau, et Peter vint se poser devant eux. « Salut les gars !» lança-t-il. On lui rendit machinalement son salut, puis le silence retomba. Peter fronça le sourcil. « C'est ainsi que vous m'acclamez ? Quel enthousiasme !» Les garçons ouvrirent la bouche, mais pas un bravo n'en sortit. Dans sa hâte de leur conter la glorieuse nouvelle, Peter passa une fois sur l'offense. « Une prise sensationnelle, camarades !» s'écria-t-il. « Je vous ramène enfin une mère. » De nouveau, le silence, à l'exception du bruit sourd que fit la Guigne en tombant à genoux. « Vous ne l'avez pas vue ?» s'étonna Peter. « Elle volait pourtant dans cette direction. »« Mon Dieu !» gémit une voix. « Au jour funèbre !» se lamenta une autre. La Guigne se releva. « Peter, dit-il calmement, je vais te la montrer. » Les autres voulurent encore la cacher, mais il les repoussa. « Écartez-vous les jumeaux, que Peter voie. » Ils reculèrent donc,
afin que Peter puisse voir. Il regarda un moment, puis rien. Il ne savait que faire. « Elle est morte », dit-il avec embarras. Et ça lui fait peut-être peur d'être morte. Il pensa d'abord à décamper de là, d'une manière comme qui dirait comique, et à n'y plus jamais remettre les pieds. Et les autres l'auraient imité de bon cœur. Mais il y avait la flèche. Peter la retira du cœur de Wendy et la brandit face à la bande. « À qui est-ce » demanda-t-il sévèrement. « À moi, Peter », dit la guigne à genoux. « Aux mains ignobles », dit Peter, en levant la flèche comme un poignard. La guigne ne broncha pas, il se découvrit la poitrine. « Frappe, dit-il, d'un ton ferme, frappe juste. » Par 2 fois, Peter brandit la flèche. Par 2 fois, sa main retomba. « Je ne peux pas, » dit-il plein de crainte respectueuse. « Quelque chose retient ma main. » Tous le regardèrent avec surprise, sauf Bonzig, qui, heureusement, regardait Wendy. « C'est elle !» s'écria-t-il. « La dame Wendy, regardez son bras. » Incroyable mais vrai, Wendy avait levé son bras. Bonzig se pencha vers elle et écouta avec vénération. « Je crois qu'elle vient de dire « Pauvre la guigne », chuchota-t-il. « Elle vit », dit Peter d'un ton bref. Et la plume s'exclama, presque en même temps, « La dame Wendy est vivante !» Alors Peter s'agenouilla près de Wendy et trouva son bouton. On se souvient que la fillette l'avait suspendu à la chaîne de son cou. « Regardez, dit Peter, c'est ce qui a arrêté la flèche. C'est le baiser que je lui ai donné. Il lui a sauvé la vie. » « Je me souviens des baisers, » intervint aussitôt la plume. « Montre-le-moi. » « Oui, c'est bien un baiser. » Peter ne l'écoutait pas. Il priait Wendy de se remettre rapidement afin qu'il puisse lui montrer les sirènes. Évidemment, elle ne pouvait pas encore répondre puisqu'elle était toujours évanouie. Mais une note plaintive vibra dans l'air. « Écoutez Clochette, » dit le frisé. « Elle pleure parce que le Wendy est vivant. » Ils révélèrent alors la traîtrise de Clo. Jamais, ou presque, ils ne l'avaient vue aussi fâchée. « Écoute-moi, fée Clochette, » cria-t-il. « Je ne suis plus ton ami. Va-t'en pour toujours. » La fée vint se poser sur son épaule et plaida sa cause, mais il la chassa d'un revers de main. Il fallut que Wendy lève à nouveau le bras, alors Peter se radoucit assez pour nuancer le verdict. « Bon, pas pour toujours, mais jusqu'à la semaine prochaine. Si vous croyez que Clochette en fut reconnaissante à Wendy, détrompez-vous. Bien au contraire, jamais elle n'eut pareille envie de la pincer. Les fées sont d'étranges créatures, et Peter, qui les connaissait bien, leur distribuait souvent des gifles. Et maintenant, qu'allons faire de Wendy, dans l'état où elle se trouvait ? Descendons-la chez nous, suggéra le frisé. Oui, dit la plume, c'est ce qu'on doit faire avec les dames. Non, non, dit Peter, il ne faut pas la toucher, ce serait lui manquer de respect. Oui, dit la plume, c'est bien mon avis. Mais si on la laisse ici, elle va mourir, dit la guigne. Oui, elle va mourir, admit la plume, mais il n'y a pas d'autre solution. Si, dit Peter.
construisons-lui une hutte tout autour d'elle. Cette idée les enchanta. Vite, ordonna Peter, que chacun apporte ce que nous possédons de mieux. Videz la maison et grouillez-vous. En un clin d'œil, ils furent aussi occupés que des couturières la veille d'un mariage. Ils couraient en tous sens, descendaient chercher des couvertures et remontaient ramasser du bois. Et tandis qu'ils s'affairaient ainsi, qui apparut, sinon John suivi de Michael. Tous deux se traînaient péniblement, s'endormaient debout, s'arrêtaient et se réveillaient, faisaient un pas et se rendormaient encore. « John, John !» pleurnichait Michael. « Réveille-toi. Où est Nana, John, et maman ?» Alors John se frottait les yeux et marmottait. « C'est vrai, nous avons volé. » N'en doutez pas, ils furent bien soulagés de retrouver Peter. « Salut Peter !» dirent-ils. « Salut !» répondit aimablement Peter sans les reconnaître. En ce moment, il était occupé à mesurer Wendy avec ses pieds pour voir sur quelle longueur il fallait construire la hutte. Compte tenu de la place nécessaire pour les chaises et la table, John et Michael le regardaient faire. « Wendy dort ?» demandèrent-ils. « Oui. » John proposa Michael. « Si on la réveillait pour qu'elle nous prépare le souper ?» À ce moment, quelques garçons surgirent, portant des branches destinées à la petite maison. « Regarde-les !» cria Michael. « Le frisé !» dit Peter, plus capitaine que jamais. « Veille à ce que ces garçons aident à bâtir la maison. »« À vos ordres, chef. »« Bâtir une maison ?» s'exclama John. « Pour le Wendy ?» expliqua le frisé. « Pour Wendy ?» fit John, scandalisé. « Mais ce n'est qu'une fille. »« C'est pourquoi nous sommes ses serviteurs, » répondit le frisé. « Vous, les serviteurs de Wendy. »« Oui, » trancha Peter. « Et toi comme les autres. Emmenez-les. » Les frères abasourdis furent traînés jusqu'au bois pour couper, tailler et porter. « Commençons par les chaises et le foyer, » ordonna Peter. « Ensuite, nous élèverons les murs tout autour. »« Oui, » dit la plume. « C'est ainsi qu'on construit les maisons. Maintenant, ça me revient. » Peter pensait à tout. « La plume, dit-il, va chercher un docteur. »« À vos ordres, chef, » répondit la plume, qui partit en se grattant la tête. Mais il savait que Peter devait être obéi. Ainsi, revint-il au bout d'un moment, coiffé du haut de forme de John et l'air solennel. « Excusez-moi, monsieur, » dit Peter en allant à sa rencontre. « Êtes-vous médecin ?» Ce qui le distinguait des garçons, en pareille occasion, c'est que les autres savaient qu'on faisait semblant. Alors que pour lui, le jeu et la réalité étaient tout un. Cela présentait parfois quelques inconvénients, surtout lorsqu'on devait faire semblant d'avoir déjà dîné. Et si l'on voulait sortir du jeu, Peter vous tapait sur les doigts. « Oui, jeune homme, je suis médecin, » répondit la plume, assagie par de douloureuses expériences. « S'il vous plaît, docteur, » expliqua Peter, « il y a une dame qui est couchée. Elle est gravement malade. » La dame reposait à leurs pieds, mais la plume eut la finesse de ne pas la voir. « Où est-elle couchée ?» dit-il. « Là-bas dans la clairière. »« Je vais lui mettre un morceau de verre dans la bouche, » dit le docteur la plume. Et il fit semblant de le faire, tandis que Peter attendait. Il y eut un moment lourd d'angoisse,
quand le docteur retira le morceau de verre. « Eh bien, demanda Peter, comment va-t-elle ?»« Ça la guérit, dit le docteur la plume. »« Je suis bien content, s'écria Peter. »« Je vous rappellerai dans la soirée, dit la plume. Donnez-lui du bouillon de viande dans une tasse à bec. » Pendant toute cette scène, la forêt avait retenti de coups de hache et l'on avait réuni au pied de Wendy à peu près tout ce qui est nécessaire pour faire une demeure confortable. Si au moins on savait quel est son genre de maison préféré, dit l'un d'eux. « Peter !» s'écria un autre, « elle a remué. »« Elle ouvre la bouche !» s'exclama un troisième, en regardant respectueusement à l'intérieur. « Oh, adorable ! Peut-être va-t-elle chanter en dormant, dit Peter. Wendy, chante-nous le genre de maison que tu aimerais avoir. » Sans ouvrir les yeux, Wendy se mit aussitôt à chanter. « Je voudrais avoir une jolie maison, la plus petite qui puisse se voir, avec de drôles de petits murs rouges et un toit vert moussu. » Ce fut une explosion de joie. Ils avaient ramené en effet des branches poisseuses de résine rouge et le sol était tapissé de mousse. À leur tour, tout en échafaudant la maisonnette, ils se mirent à chanter. Nous avons bâti les petits murs et le toit et fabriqué une jolie porte. Dis-nous donc, maman Wendy, ce qui te ferait encore plaisir. Et Wendy demanda, avec une sorte de convoitise, « Oh, comme j'aimerais avoir de pimpantes fenêtres, avec des roses qui pointent le nez à l'intérieur et des bébés qui passent la tête dehors. » En un clin d'œil, les fenêtres furent prêtes, avec de grandes feuilles jaunes en guise de volets. « Des roses ?» commanda durement Peter. Ils firent semblant de faire pousser de roses magnifiques contre le mur. Et les bébés? Cette fois, ils ne lui laissèrent pas le temps d'en commander et entonnèrent vivement « Nous avons fait les roses et les bébés attendent à la porte. Nous ne pouvons nous faire nous-mêmes, voyez-vous, car on nous a déjà fait. » Trouvant cette idée excellente, Peter prétendit immédiatement en être l'auteur. La hutte était tout à fait charmante. Wendy devait s'y sentir très bien. Peter marchait de long en large, fignolant les derniers détails. Rien n'échappait à son regard perçant. Et quand on crut avoir terminé, il s'écria « Vous avez oublié le heurtoir de la porte. » Aussitôt, la guigne offrit la semelle de son soulier, ce qui faisait un excellent heurtoir. Cette fois, plus rien à redire, pensèrent les garçons. Erreur, erreur grossière. « Je ne vois pas la cheminée, » remarqua Peter. « Il en faut une ?» « C'est absolument indispensable, » fit John d'un air important. Son intervention donna une idée à Peter. Il cueillit le haut de forme sur la tête de John, le défonça d'un coup de poing et le déposa sur le toit. Ravi d'être pourvu d'un élément aussi essentiel, la petite hutte se mit à fumer en guise de remerciement. Maintenant, c'était fini pour de bon. Il ne restait plus qu'à frapper à la porte. « Tâchez de vous tenir comme il faut. La première impression est décisive, » les prévint Peter. Heureusement, ils ne songèrent pas à lui demander ce qu'était cette première impression, tant ils étaient occupés à arranger leur mise. Peter frappa poliment. La forêt se taisait.
Les enfants perdus retenaient leur souffle. Seule Clo la rétameuse ricanait du haut de sa branche. Quelqu'un allait-il répondre ? Se demandaient les garçons. Et si c'était une dame, à quoi ressemblerait-elle ? La porte s'ouvrit et une dame parut sur le seuil. C'était Wendy. Tous ôtèrent leurs bonnets. Elle avait l'air très étonnée, mais c'est bien ce qu'ils espéraient. « Où suis-je ? » demanda-t-elle. Naturellement, la plume retrouva le premier l'usage de sa langue. « Dame Wendy, dit-il vivement, c'est pour vous que nous avons bâti cette maison. »« Dites qu'elle vous plaît, » cria Bonzig. « L'exquise, la délicieuse petite maison, » s'exclama Wendy. Et c'était exactement les mots qu'ils attendaient. « Et nous sommes vos enfants, » s'écrièrent les jumeaux. Tous s'agenouillèrent et lui tendant les bras. « Ô dame Wendy, dirent-ils, soyez notre mères à tous. »« Dois-je accepter ?» demanda Wendy rayonnante. « C'est affreusement tentant, bien sûr, mais je ne suis qu'une petite fille. Voyez-vous, je manque d'expérience. »« Ça n'a aucune importance, » dit Peter, comme s'il était seul à connaître à fond ce problème, dont en réalité, il ignorait tout. « Ce qu'il nous faut, c'est une personne qui ait l'air maternel. »« Oh, dit Wendy, je crois que je ferai l'affaire. »« Parfaitement, s'exclamèrent-ils en chœur. Nous l'avons vu au premier coup d'œil. »« Très bien, dit-elle, je vous promets de m'appliquer. Allons, vilain garçon, entrez tout de suite dans la maison. Je suis sûre que vos pieds sont trempés. Et avant de vous mettre au lit, j'aurai tout juste le temps de vous raconter la fin de Cendrillon. » Ils se ruèrent à l'intérieur de la hutte. Vous vous demandez comment ils pouvaient tous tenir là-dedans. Mais il est possible de s'entasser comme nulle part au pays de l'imaginaire. Et ce fut la première des joyeuses soirées qu'ils allaient passer en compagnie de Wendy. L'histoire finie, elle vint les border dans le grand lit de la maison souterraine et dormit elle-même dans sa petite maison. Cette nuit-là, Peter, sabre au clair, monta la garde devant sa porte, car on entendait dans le lointain les pirates qui bambochaient et les loups qui rôdaient. Comme elle avait l'air calme et bien protégée, la petite hutte de Wendy, avec sa lumière filtrant à travers les volets, sa cheminée fumant élégamment, et Peter montant la garde sur le seuil. Au bout d'un moment, il s'assoupit, et les fées qui s'en revenaient de la fête durent escalader son corps d'un pas chancelant. S'il s'était agi d'un quelconque garçon perdu, elle l'aurait méchamment puni d'encombrer ainsi le chemin la nuit. Mais comme c'était Peter, elles se contentèrent de lui tirer le nez et poursuivirent leur route.